Jean-Pierre Fontana, eh bien d'abord c'est, je vais donner comme ça quelques petits éléments. Jean-Pierre Fontana, c'est d'abord le fondateur du Grand Prix de la science-fiction française. Il a été également le président du Grand Prix de l'Imaginaire donc pendant une quarantaine d'années, mais c'est aussi un écrivain, quelqu'un qui a donc écrit de beaux romans et puis des romans tout à fait inventifs, beaucoup de nouvelles également. Et puis c'est aussi lui qui va lancer en France les conventions donc de science-fiction qui n'existaient pas évidemment avant. Tout ça, il va nous en parler évidemment. Et puis c'est aussi un critique reconnu de cinéma qui est collaborateur régulier de Galaxy et de l'Écran Fantastique. Donc Jean-Pierre Fontana, c'est ce qu'on appellerait peut-être un polygraphe, quelqu'un qui écrit vraiment différents types d'articles, de fiction, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait partie, quand je dis du paysage, c'est un grand témoin de la science-fiction française. Voilà. Alors Jean-Pierre, ma première question, c'est finalement, dans votre vie, quel rôle a joué la science-fiction? La question très vaste. Ben, disons qu'elle a joué d'abord un rôle dans ma prime enfance, puisque le premier roman que je me souviens avoir lu, je l'avais trouvé dans un placard à chaussures, il manquait la couverture, et c'était Le tunnel sous la mer de Luigi Motta. Alors je suppose que c'est pas par hasard qu'il était là, parce que mes parents étaient italiens, et Luigi Motta était un auteur italien, donc c'est pas tout à fait par hasard. Et par la suite, j'ai retrouvé le roman dans la collection chez Talandier, bibliothèque des grandes aventures et romans excentriques. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça a été mon premier pas, si je puis dire, dans la science-fiction ou la proto-science-fiction en l'occurrence. Ensuite, dès que je suis rentré en 6e, un jour, par hasard, le professeur nous demande de faire un résumé d'un livre à choisir. Et je tombe sur, c'était les débuts du Fleuve Noir, ou presque, je tombe sur le deuxième volume de la série de Richard Bessières, Les Conquérants de l'Univers. Et je vais dire, là aussi, ça m'a rappelé, ça m'a remis dans le créneau de la science-fiction. Ensuite, j'avais un frère qui adorait ça, qui malheureusement est disparu il y a longtemps, et qui avait les rayons fantastiques. Et je me souviens qu'il m'avait tarabusqué, il ne voulait pas me donner la solution, et à l'époque je pense que j'aurais pas pu le lire, le fameux triangle à 4 côtés, où je l'ai perdu, j'ai essayé de savoir comment pouvait être ce triangle à 4 côtés, c'était invraisemblable, et depuis, un roman que je recommande, parce que j'aime bien les histoires qui tournent autour des problèmes psychologiques, sexuels, etc., puisque c'est le cas, d'où je suis aussi un peu un fan de Christine Renard, qui est un peu à la mode actuellement, puisqu'elle a été de ces personnes qui ont osé aborder ce type de problème. Donc voilà, je referme la parenthèse. Après, je dirais jusqu'à l'âge adulte, en gros, jusqu'après mon régiment, je me suis nourri à plein de littérature, je suppose comme tout le monde. Et au retour du régiment, j'avais déjà des velléités d'écriture. Et donc mes premières nouvelles, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer justement Christine Renard, qui m'a un petit peu aidé dans l'écriture de mes premières nouvelles. Et en plus, c'est l'époque où il y avait des fanzines qui commençaient d'exister. Et notamment un fanzine qui s'appelait Mercury, qui était édité par Françoise Brech, et qui n'a eu que 2 numéros. Et comme j'avais l'idée de faire un fanzine, moi aussi, alors pourquoi, j'en sais rien, les choses des fois sont bizarres, je lui ai proposé, puisque normalement il devait s'appeler Comète. Et donc j'ai repris Mercury, et c'est curieux parce que le premier numéro de Mercury, la page, alors pas la couverture, mais la page de garde, il y a Comète, évidemment. Donc après j'ai entrepris l'édition d'un fanzine, Mercury, qui est devenu peut-être un peu culte depuis, mais qui a quand même marqué son époque, parce que j'ai eu la chance d'avoir comme collaborateur, c'est le cas de dire, d'une part Gérard Temet et de l'autre côté Jacques Chambon, qui a une certaine célébrité dans la science-fiction. Pierre Versin, pour ceux qui n'avaient pas. Oui. Voilà.
Et donc, j'explique un peu, ce fanzine s'est très vite enrichi, d'abord en nombre de pages, je crois qu'on a eu un peu, presque un record du monde, mais en plus de ça, alors on a eu des tirages, le dernier numéro s'est tiré à 600 exemplaires et ils ont été épuisés. Mais ce qui a fait la particularité, c'est que très rapidement, on a utilisé d'abord ce qu'on appelait le stencil électronique, et ça nous permettait de découper, enfin de faire une bonne reproduction d'images, etc., de les découper pour les faire des découpes dans le stencil sur lequel on tapait le texte, et de coller, enfin de faire des montages. En même temps, on utilisait des imprimeurs qui nous imprimaient ce qu'on appelait des pavés de presse au niveau cinéma, et ça nous permettait d'avoir de belles illustrations. Ensuite, grâce à quelqu'un qu'on connaissait à la fac de lettres qui nous faisait des tirages à l'offset, donc tout ça rassemblé, ça donnait, je dirais, un fanzine qui n'avait presque plus rien à voir avec ceux qui se faisaient à l'époque. Je ne dis pas que c'était mieux au niveau du contenu, mais au niveau de la présentation, il est sûr qu'ils avaient une certaine qualité. Donc on en a fait 15 numéros. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois le 15e numéro terminé, donc là on était en gros en 1968, d'une part Jacques Chambon partait comme professeur à Aubusson, Gérard Thomé finissait ses études à Paris, et en gros je me retrouvais tout seul à Clermont. Et un fanzine à l'époque, il faut voir que les tirages, enfin il y avait des piles qu'il fallait rassembler, tout seul ça devenait impossible. Et il se trouve que grâce à Maurice Renaud, qui était à l'époque, je ne sais pas s'il l'était encore, mais qui était le directeur et le fondateur des éditions Opta, et encouragé aussi par Alain Dorémieux et par d'autres, Alain Dorémieux étant à l'époque le rédacteur en chef de fiction, il m'avait encouragé à transformer le fanzine en revue. Et donc c'est ce qui était envisagé. Maurice Renaud m'avait trouvé un financier d'ailleurs, hein, et je dirais en gros, lorsque ça devait pratiquement passer à la réalisation, on avait 3 numéros de près. Le premier numéro, on avait une couverture illustrée par Gauguin, qui était un des grands illustrateurs de l'époque, américain. On avait obtenu les droits d'Astounding, qui n'étaient pas, je dirais, qui n'avaient pas de revue en France. Et d'ailleurs, une petite chose amusante, c'est qu'il y a quelques textes qui sont parus dans Fiction, qui venaient d'Astounding, alors que normalement, c'était pas logique, tout simplement parce que mai 68 est arrivé, donc le financier a retiré ses billes, hein, il a pris peur, et d'autre part, donc les nouvelles qui me restaient, il y avait notamment une nouvelle d'Anderson, une de Jack Vance, une de Theodore Sturgeon, enfin quelques autres. Fiction, Galaxy, donc Opta a bien voulu les reprendre, et c'est curieux parce qu'il y en a qui sont réédités actuellement, et il n'y en a pas un qui s'est dit mais comment ça se fait que ces nouvelles-là, issues d'Astounding, soient dans une revue ou dans des revues qui n'avaient rien à voir avec. Enfin donc voilà, donc l'histoire de Mercury et de ce qui devait suivre, et s'est arrêté là. Et je dirais en gros, d'abord, j'en ai fait une dépression, honnêtement, hein, parce que ça m'a fiché un coup. Et il se trouve que, enfin je parle peut-être beaucoup, mais il se trouve qu'à ce moment-là, enfin à l'époque de Mercury, d'abord je fréquentais beaucoup de cinéma, d'abord pour avoir des pavés de presse, des scénarios, etc., etc. Et j'avais créé un ciné-club qui s'appelait L'idée et l'écran, d'après le titre d'un opuscule en 3 volets qu'avaient fait Jean-Louis Bouquet et Henri Fescourt, des pionniers du cinéma. Et donc ce ciné-club s'était arrêté pour différentes raisons, pas en fonction des spectateurs, mais pour des problèmes de salle. Enfin bon. Et donc un jour, donc j'étais en arrêt maladie, si je puis dire, enfin pas très longtemps, mais je me souviens, j'étais dans mon jardin, il faisait beau, je devais être dans une chaise longue, en train de lire, je crois que c'était d'ailleurs Dracula, je ne l'avais pas encore lu, et un monsieur se pointe, et c'était le directeur du Ciné Mario, qui était une petite salle de quartier, et qui vient me trouver, qui me dit « Ouais, je suis embêté parce que... » Alors, c'était encore de ces patrons de cinéma qui, je ne sais pas si vous avez vu La fiancée du pirate, où il
il y a un des personnages qui projette des films dans les campagnes, dans les bars, etc. Et c'est ce qu'il faisait, lui. Donc il avait sa salle à Clermont qui tournait pendant 3 jours, hein, et juste une séance par jour, et sauf le dimanche où il en faisait 2 ou 3. Et donc son opérateur avait trouvé un emploi dans une salle de la ville, et donc il manquait d'opérateur. Donc il vient me trouver, parce qu'il savait que j'avais fait un ciné-club, et il croyait que j'étais opérateur. Moi, je ne connaissais rien. Je lui dis, mais vous savez, moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Ouais, mais vous me dépanneriez, c'est pas compliqué. Donc, il m'a appris à me servir d'abord d'un 16 mm, puisque c'était un peu un cinéma presque de patronage. Hein.